Ok, alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée. Une idée qui va un peu à contre-courant. Ah ouais, laquelle? Eh bien, l'idée que reconnaître ses propres faiblesses au travail, ça pourrait être en fait une stratégie gagnante, pas juste un aveu de vulnérabilité. Intéressant. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir cacher ses points faibles, non? Pour réussir, pour paraître fort. Exactement. On est un peu conditionné comme ça. Mais là, l'idée, c'est de voir si cette perception est juste. C'est une perspective assez fascinante, oui, parce que ça heurte un peu l'instinct de préservation, surtout dans un milieu pro qui peut être très compétitif. C'est ça, la faiblesse, culturellement, c'est souvent vu comme un désavantage, un truc à corriger vite fait ou à masquer. Tout à fait. Et pour creuser cette idée, justement, on s'appuie sur quoi? Sur des éléments tirés d'un document de formation de 2025. Ça vient de le repère des CIP, LRDCIP. C'est un organisme qui bosse sur l'accompagnement pro. D'accord, LRDCIP. Et qu'est-ce qu'il dit, ce document, en substance? Il articule toute une réflexion sur cette question. Comment, concrètement, reconnaître ses faiblesses peut devenir un atout? Ok, donc notre objectif là, c'est de décortiquer un peu les mécanismes qu'ils décrivent. Comment ça marche en vrai? Quels sont les bénéfices pratiques? C'est exactement ça. Comprendre la dynamique derrière cette transformation. La faiblesse qui devient une force, d'une certaine manière. Parfait, allons-y. Par quoi on commence? Alors, le premier point que la source met en avant, c'est l'autonomie et le développement personnel. Mhm. L'idée de base est assez logique, en fait. Pour progresser, il faut d'abord savoir où on a des marges de progression, non? Oui, c'est la base. Savoir où on pêche. Voilà. Donc, identifier une lacune, ce serait le point de départ obligé pour s'améliorer. C'est exactement ça. Le document insiste là-dessus. Nommer une faiblesse, ça permet de sortir du flou. Ce n'est plus juste «Oh, je suis pas terrible là-dedans», quoi. C'est plus précis. Oui. Par exemple, réaliser qu'on n'est pas à l'aise en négociation ou qu'on a du mal à synthétiser des infos complexes. Ça permet de fixer des objectifs clairs, mesurables. Et du coup, ça débouche sur des actions concrètes, j'imagine. Chercher une formation, demander de l'aide, lire sur le sujet. C'est ça. On passe d'une position un peu passive où on subit ses limites à une démarche vraiment proactive. On investit son temps, ses ressources, de manière ciblée. Et c'est là que ça devient puissant, je trouve. C'est la transformation de la perception. La faiblesse, une fois qu'on la reconnaît, qu'on l'accepte, elle arrête d'être un blocage. Elle devient quoi alors puissant? Elle devient une sorte de boussole, en fait. Une boussole pour guider son propre développement. Un moteur pour agir. Ah oui, je vois. On reprend le contrôle. Exactement. On choisit ses combats si on veut. Ses axes de progression. Plutôt que de se sentir défini par ses manques. C'est une forme d'autonomisation très forte. On n'est plus victime de ses limites. Voilà, on devient l'architecte de son amélioration. Et ça aide aussi à évaluer les opportunités. Un projet qui demande une compétence qu'on n'a pas encore, ça peut devenir un terrain d'apprentissage choisi, pas juste une source de stress. D'accord. C'est une posture beaucoup plus active, effectivement. Alors, le deuxième point abordé par LRDCIT, c'est l'impact sur les relations interpersonnelles. Hmm, important ça aussi. Comment le fait d'admettre ses imperfections peut améliorer la dynamique avec les collègues? Intuitivement, on pourrait penser l'inverse, non? Genre, on perd en crédibilité. C'est une crainte légitime, oui, mais le document, lui, suggère plutôt le contraire. L'élément clé, c'est l'authenticité. L'authenticité? Oui. Oser dire, là je maîtrise pas, ou j'aurais besoin d'un coup de main là-dessus. Eh bien, ça génère de la confiance. Ça montre qu'on n'est pas dans une posture de défense, de façade. Qu'on est honnête, quoi. C'est ça. Et cette transparence, paradoxalement, elle est souvent vue comme une force de caractère. Et ça aurait un effet d'entraînement sur l'équipe? Si une personne est authentique, les autres suivent. Absolument. La source explique que ça aide à créer un environnement de collaboration plus sain, plus ouvert. Comment? Bah, Quand quelqu'un, surtout s'il a une certaine influence, admet ses limites, ça dédramatise l'erreur. Ça encourage les autres à faire pareil. Ça crée ce qu'on appelle la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est-à-dire? C'est un climat où tout le monde se sent assez en sécurité pour prendre des petits risques. Admettre une erreur, poser une question qui peut paraître bête, exprimer un désaccord, sans avoir peur d'être jugé ou pénalisé. D'accord. Donc, loin d'affaiblir l'équipe, cette espèce de vulnérabilité partagée, ça la rendrait plus forte? C'est l'idée, oui. Une équipe où on peut parler ouvertement des faiblesses de chacun, c'est une équipe qui peut vraiment miser sur les forces des uns pour compenser les manques des autres, collectivement.
La communication est plus fluide. Oui, les problèmes sont repérés plus vite, on trouve des solutions plus efficacement. C'est tout le contraire d'une culture où la peur de l'échec pousse tout le monde à cacher ses difficultés. Ça mène à des erreurs, des non-dits, et ça plombe l'efficacité. Donc l'authenticité devient un peu le lubrifiant de l'équipe, C'est une bonne image, oui. essentiel pour la performance collective. Argument puissant, effectivement, pour une culture d'entreprise plus ouverte. Et cette idée d'authenticité, ça nous amène bien au troisième point, le leadership. Mhm. Si c'est bon pour tout le monde d'admettre ses faiblesses, qu'est-ce que ça change spécifiquement pour un manager, un leader? L'impact est potentiellement encore plus grand, d'après l'analyse de LRD SAIP. Pour un leader, reconnaître ses limites, ça a plusieurs avantages. D'abord, comme on vient de le dire, ça montre de l'humilité, de l'authenticité. Oui, le document parle d'humilité comme source d'inspiration. Un chef qui dit «je sais pas tout» ou «j'ai besoin de votre expertise», il paraît moins distant. Plus humain. C'est ça, Mais au-delà de l'image, est-ce qu'il y a des bénéfices concrets pour le management au quotidien? tout à fait. Le plus direct, c'est une meilleure délégation. Ah oui, comment ça? Un leader qui est conscient de ses propres zones de faiblesse, il est naturellement plus porté à repérer et à valoriser les compétences complémentaires dans son équipe. Logique. Plutôt que de vouloir tout faire lui-même ou de prouver qu'il est bon partout, ce qui est souvent une illusion, hein, il va s'appuyer de manière stratégique sur les forces des autres. Donc la délégation devient plus qu'une simple répartition des tâches. Exactement. Ça devient un vrai levier pour développer les collaborateurs et pour optimiser le travail de l'équipe. Si je comprends bien, reconnaître ma faiblesse sur le sujet X, ça m'aide à mieux voir qui est le plus fort sur ce sujet dans l'équipe et à lui confier la tâche. Précisément, ça change la gestion des compétences. Le leader n'est plus l'expert solitaire, mais plutôt un orchestrateur de talent. Intéressant. Si on prend un peu de recul sur le management moderne, ça marque un changement par rapport au vieux modèle du leader héroïque, omniscient, infaillible. Ce modèle n'est plus trop adapté aujourd'hui, c'est vrai. Non, avec la complexité actuelle, le leader qui reconnaît ses limites, il incarne un leadership plus distribué, plus collaboratif. Il libère l'intelligence collective de l'équipe. Il crée un espace où les autres peuvent apporter leur expertise. Oui, ils se sentent non seulement autorisés, mais encouragés à le faire. Surtout là où le leader est moins à l'aise. Ça booste l'engagement, la responsabilisation. On voit bien comment ça peut redéfinir le rôle du manager, oui. Alors, abordons le quatrième point, la gestion du stress et de l'anxiété. Un sujet crucial. Quel lien la source fait-elle entre accepter ses faiblesses et se sentir mieux au travail, psychologiquement? Alors, le RDCIP met en lumière un mécanisme assez direct. Reconnaître et accepter ses imperfections, ça permettrait de réduire pas mal la pression qu'on se met soi-même. La pression de devoir être parfait partout, tout le temps. Voilà. Cette course à la perfection, l'idée qu'il faut exceller dans tous les domaines, c'est une source énorme de stress et d'anxiété. Le mythe du super employé ou super manager, ça pèse lourd mentalement. Carrément. Donc, admettre ses limites, ce serait une forme de réalisme. Un réalisme salutaire. Ça allège le fardeau psychologique. Exactement. Accepter qu'on a des limites, qu'on ne peut pas tout maîtriser. Attention, ça ne veut pas dire renoncer à faire son mieux, hein, ou à s'améliorer. Non, bien sûr. Mais c'est accepter l'imperfection comme faisant partie de la condition humaine et professionnelle. Et il y a un deuxième aspect, cette acceptation, elle facilite la mise en place de stratégies d'adaptation. C'est-à-dire? Une fois qu'une faiblesse est identifiée et acceptée sans se flageller, c'est plus facile de chercher des solutions pratiques. Comme quoi? Demander de l'aide à un collègue, utiliser un outil techno pour compenser une difficulté, suivre une formation, ou juste organiser son travail différemment pour minimiser l'impact de cette faiblesse. On passe de l'anxiété un peu floue, je suis pas à la hauteur, à une résolution de problèmes ciblés. Comment je gère ça? C'est ça. C'est beaucoup plus constructif que de ruminer ou de nier le problème. Le mécanisme psycho de fond, c'est qu'on passe de la lutte contre soi-même à une forme d'acceptation et d'adaptation intelligente. On apprend à naviguer avec ses limites, plutôt que gaspiller une énergie folle à les cacher ou à essayer de toutes les supprimer, ce qui est vain. Ce réalisme favorise la résilience, j'imagine. Oui, et ça réduit l'anxiété liée aux attentes, internes ou externes, qui sont souvent démesurées. C'est une base plus saine pour le bien-être au travail sur la durée. Très clair. On arrive au cinquième et dernier point, et celui-là, il peut paraître le plus paradoxal. Ah, Le lien entre connaître ses limites et stimuler l'innovation et la créativité. effectivement, ça peut surprendre.
comment le fait de savoir où on est moins bon pourrait nous rendre plus innovants? C'est un paradoxe intéressant que la source explore. Une des pistes, c'est que savoir où on n'est pas compétent peut en fait encourager une prise de risque plus réfléchie, plus calculée. Ah oui, ah. Oui, savoir précisément où on a des lacunes peut, curieusement, libérer de l'énergie pour explorer de nouveaux territoires, mais de manière plus stratégique. Par exemple? Par exemple, en s'associant avec quelqu'un qui a la compétence manquante, ou en abordant un problème sous un angle différent, qui ne demande pas justement cette compétence où on est faible. Donc la limite, au lieu d'être un frein, devient un paramètre qu'on intègre dans la stratégie d'exploration. Exactement. Ça peut même pousser à sortir de sa zone de confort, mais de façon plus intentionnelle. Et il y a un autre aspect crucial que le document mentionne, la réceptivité au feedback. Au retour constructif. Oui, quelqu'un qui est déjà conscient de ses points faibles est souvent moins sur la défensive, plus ouvert aux critiques ou suggestions qui peuvent l'aider à s'améliorer, ou à voir les choses autrement. Et cette ouverture au feedback, c'est la base de l'innovation, non? Innover, c'est souvent essayer, se tromper, ajuster grâce au retour. Indispensable. L'innovation, ça carbure au feedback. Il faut le chercher, l'accueillir, l'utiliser pour itérer. Si on est trop occupé à cacher ses faiblesses, on risque de rejeter les critiques, même les bonnes, et on reste coincé dans ses certitudes. Alors que reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses, Qu'on a des angles morts, oui, ça ouvre la porte à de nouvelles idées, qu'elles viennent de notre propre réflexion honnête ou des retours des autres. on pourrait même dire que l'innovation naît souvent de la reconnaissance d'un manque, d'une limite, que ce soit une limite personnelle, technique, de marché. Absolument. Ça pose la question plus large du rôle positif des contraintes dans la créativité. Parfois, c'est justement parce qu'on fait face à une limite, budget serré, délai court, compétences manquantes, qu'on est obligé d'être ingénieux, de trouver des solutions nouvelles. La faiblesse reconnue devient un catalyseur créatif inattendu. C'est ça, elle force à sortir des sentiers battus. Cette boucle, je reconnais ma limite, je suis ouvert au feedback, j'adapte, j'innove, elle est au cœur de pas mal de succès créatifs ou entrepreneuriaux. C'est fascinant de voir comment un truc perçu comme négatif peut avoir autant d'effets positifs. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, tous ces points de l'analyse de LRDCIP, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le message principal qui ressort, c'est assez clair, je pense. Aborder ses faiblesses non pas comme des défauts honteux à cacher, mais comme des informations précieuses. Ça ouvre un champ d'opportunités assez énorme. C'est pas juste pour se sentir mieux dans ses baskets, quoi. Non, non. C'est une vraie stratégie pour se développer et pour être plus performant au travail. Une opportunité sur plusieurs plans, si je résume. Croissance perso, par l'apprentissage ciblé, Hmm. meilleures relations et collaboration grâce à l'authenticité, Oui, un leadership plus humain, plus efficace par l'humilité, la délégation, tout à fait. une meilleure gestion du stress grâce au réalisme, C'est ça. et même un moteur pour l'innovation par l'ouverture au feedback et la gestion des contraintes. C'est assez complet comme tableau. Tout à fait. C'est vraiment un changement de paradigme en fait. On passe d'une culture pro qui valorise souvent l'apparence d'infaillibilité à une culture qui reconnaît la puissance de la conscience de soi, y compris de ses limites. Et dans le monde du travail actuel, Ben oui, complexe, incertain, interdépendant, cette capacité à être lucide sur soi-même, sur ses forces et ses faiblesses, à être authentique, à collaborer en conséquence, ça devient une compétence clé, une métacompétence, de plus en plus cruciale. donc le but n'est pas de se complaire dans ses faiblesses, Non, pas du tout. c'est de les intégrer lucidement dans sa stratégie pro, pour mieux avancer, seul et avec les autres. Exactement. C'est une approche dynamique, constructive. L'objectif, c'est pas la faiblesse elle-même. C'est l'intelligence avec laquelle on utilise la connaissance de cette faiblesse pour apprendre, interagir, diriger, innover plus efficacement. Une forme de maturité professionnelle en quelque sorte. Oui, voilà. Une maturité qui semble particulièrement pertinente aujourd'hui. C'est une perspective très stimulante. Et pour laisser ceux qui nous écoutent avec une piste de réflexion, Mhm. Oui, une question qui prolonge un peu notre discussion. Si cette démarche-là, reconnaître et utiliser ses limites, c'est si bénéfique au travail, comme le suggère LRDCIP, qu'est-ce que ça impliquerait si on adoptait une approche similaire face aux défis, aux imperfections, aux relations dans d'autres domaines de notre vie? une question ouverte en effet, qui invite à voir plus loin que le bureau. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.